Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de notre podcast Build a City for Good. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Alexandra qui fait partie de notre équipe investissement. Salut Alex. Bonjour à tous. Alex gère les investissements de notre fonds Dastor, c'est un fonds retail qui a maintenant 1 an et qui est géré par les équipes de Daphne et financé par Carrefour. Et aujourd'hui, on vient d'annoncer un 5e investissement de ce fonds qui s'appelle Underdog. On vous présente donc sa fondatrice qui est à nos côtés. Salut Claire. Salut. Bienvenue. Alors certes, pour nous, c'est un 5e investissement, mais pour toi, c'est une grande journée puisque c'est l'annonce de la levée, mais aussi l'annonce du lancement d'Underdog, donc bravo. Merci. Peut-être avant de revenir sur la mission d'Underdog, on peut rentrer plus dans ta vie perso, ce que tu as fait avant et ce qui t'a amené jusqu'ici. Donc je t'invite à te présenter. Merci. Et écoute, ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée. Pour raconter qui je suis, je vais repartir d'un peu loin. Je vais repartir de mon enfance. Moi, je viens d'un petit village près du Beaujolais. Je viens d'une famille d'agriculteurs, donc très loin des écoles de commerce et de la Startup Nation, mais assez près de l'entrepreneuriat. C'est là où j'ai appris les bases du business et j'en tire des leçons à peu près tous les jours. J'ai quitté cette campagne-là pour faire des études à Paris et j'ai commencé ma carrière après mon école de commerce chez Advancy, qui est un cabinet de conseil en stratégie où j'ai principalement travaillé pour des retailers. J'y ai passé 4 ans, j'ai fait mes armes, c'est un super cabinet, très entrepreneurial aussi. Et je l'ai quitté en 2016 pour monter une première boîte qui s'appelait Daco. On faisait du scrapping et de l'intelligence artificielle et on aidait les retailers à mieux faire leur stratégie, pricing, discount et offre. J'ai fondé ça avec Paul Mougineau et Anis Gandoura à l'époque. Donc on l'a fondé en 2016 et on l'a revendu en 2018 à VP, qui s'est rendu compte de plusieurs choses, qu'avec cette technologie, on pouvait les aider à faire leur pricing, à monitorer leurs prix référents et à mieux négocier. Et donc on a rejoint le groupe en 2018. Et donc moi j'ai passé 4 ans chez VP. 2 ans à la tête du pricing pour le groupe. J'ai fait une mini-pause pour faire un executive programme à Cambridge sur l'économie circulaire. Et ensuite, c'était le moment où Jacques-Antoine Grandjean voulait monter la seconde main chez VP. Donc j'ai pris ce projet-là avec lui et j'ai monté Recycle en interne, donc expérience intrapreneuriale. Et donc Recycle, c'était et c'est toujours du C2B2C. Donc on collectait des produits, donc principalement du textile, déjà portés par nos membres. On les réceptionnait en entrepôt, un entrepôt qu'on a monté from scratch. Donc on les récupérait, on les triait, on les lavait, on les séchait, on les shootait et on les remettait en ligne et on les revendait sur VP. Donc c'était ma première expérience de seconde main à proprement parler et d'apprendre ça avec VP, c'était assez chouette. Et j'ai quitté VP en juin 2022, 2 ans après les débuts de Recycle pour monter Underdog. Donc là, plus de la seconde main, du reconditionné, mais on reste dans l'économie circulaire et sur du gros électroménager. En parallèle de VP, j'avais fait pas mal de choses. La première, c'est là où j'ai eu mes 2 enfants, ça m'a pas mal occupée. La seconde, j'ai monté Seconde au commerce pendant le premier confinement. Qui était, on va dire, moi, ma découverte de ce que c'est que monter une structure à impact. Pour vous raconter un peu l'histoire, on se confine comme à peu près tous les Français. Et avec mon mari, on se pose et on se dit qu'on sert vraiment à rien, qu'on a des bullshit jobs parce qu'on n'aide en rien ce qui se passe. Et donc, on se dit comment on pourrait aider certaines personnes. Et on fait un post LinkedIn en disant on est chaud pour créer une plateforme tech qui permettrait aux petits commerçants de vendre des bons d'achat et donc d'avoir du chiffre d'affaires pendant la fermeture. On fait un post LinkedIn et en fait, on se rend compte qu'on a plus de 50 000 vues de notre post, 20 personnes qui nous disent « Ok, on est chaud pour vous aider », 4 000 vues de notre landing page. Donc le lendemain, on se dit « Bon, il faut vraiment qu'on le fasse ». Et donc on monte l'équipe, on avait des devs, des PR, des avocats, des personnes qui faisaient de la growth et on a monté le projet en 15 jours, ça a hyper bien marché, mais moi surtout j'ai découvert que c'était beaucoup plus fun de monter une structure à impact versus faire un SaaS B2B IA, même si j'ai adoré Daco, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à monter quelque chose dans l'impact et ça a été
pour moi la ligne directrice pour la période post-VP et pour réfléchir à quelle boîte monter par la suite. Et donc ce projet pendant le confinement, tu as tout fait from scratch alors que tu avais un taf à côté en parallèle? Yes, exactement. J'étais encore chez VP, on était confinés. J'étais avec mon mari, ma belle-sœur, mon beau-frère, 2 petits-enfants. On a créé une crèche du confinement. C'est pas assez, ouais. Je vais faire un truc en plus. Je pense que j'en ai un super bon souvenir. Ouais, on avait mis au point une crèche du confinement, donc on avait des slots de 2 heures de garde des enfants. Et on créait ça. Et le soir, on répondait aux tickets et aux supports. Mais franchement, ça te donne une telle énergie. Enfin, moi, je me rappelle de la première commerçante qui nous appelle en pleurs parce qu'en fait, on avait mis une petite feature. Dès que tu faisais un don, tu pouvais mettre un message de soutien aux commerçants. Et donc, qui nous appelait en pleurant en disant « Mais il y a vraiment des gens qui pensent à moi et qui seront là à mon retour. » Enfin, c'était assez dingo. Et du coup, ça nous a pas mal motivés à continuer. Et l'idée de créer cette plateforme, c'est parce que vous aviez des potes qui bossaient un peu dans le coin et vous vous êtes dit on va soutenir nos potes, ou c'est vraiment juste... Non, pour être totalement honnête et dans les clichés, on est parti de Paris, on s'est confiné à la campagne et on s'est dit qu'est-ce qui me manque de Paris, et en gros c'était notre fromager, notre caviste et nos e-commerçants. Et donc on s'est dit s'ils sont plus là quand on revient, vraiment ça sera pas top. Ok, très clair. Des questions jusque-là, Alex? Tout est clair. Tout est limpide. À Underdog. Ouais. Et tu l'as présenté un peu, mais si tu veux rentrer dans le détail, on t'écoute. Donc Underdog, on l'a créé en juin. J'ai 2 cofondatrices, Laura Chavini et Léa Deferoski, toutes les 2 ex-VP. Et donc, moi, je réfléchissais pas mal à la suite et j'ai découvert un chiffre qu'on a pas mal partagé sur les réseaux aujourd'hui, mais qui à l'époque, m'a un peu révoltée. C'est le fait que chaque minute en France, on jette 48 machines électroménagères. Ça fait 2 tonnes chaque minute, donc c'est un énorme gâchis. Et en parallèle, en travaillant sur Recycle, je m'étais rendu compte que le reconditionné était en train de changer la manière dont on consomme. Donc on l'a vu sur les voitures avec les voitures d'occasion il y a plusieurs années, et ça s'est accéléré avec Pack Market, avec Vinted, Vestiaire Collective & Co. Mais tu as des marchés qui sont encore en retard, et c'est notamment le cas du gros électroménager ou de l'électroménager tout court. Aujourd'hui, tu n'as que 3% de ce marché-là qui est reconditionné. Donc on voit à peu près la courbe de progression qu'on peut avoir. Si vous voulez qu'on compare rapidement au smartphone, il y a plusieurs études, mais grosso modo, tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, on est entre 10 et 12% de reconditionnés sur le smartphone et qu'on attend une croissance jusqu'à 25% en 2025. Donc on voit à peu près le retard qu'on a sur l'électroménager. C'est à la fois un énorme gâchis écologique, mais aussi une opportunité business. Donc je me suis dit que si on pouvait allier les deux, résoudre ce problème-là écologiquement parlant, en créant un business, ça avait du sens. Et on est parti de là et on a créé Underdog. Underdog, la proposition de valeur qu'on est en train de développer, c'est proposer une offre d'électroménager reconditionné la plus large possible. Quand je dis reconditionné, c'est des produits qui sont diagnostiqués, réparés et testés par nos techniciens professionnels. Tout ça, on le vend sur underdog.shop avec une offre servicielle qui n'a rien à envier aux plateformes du neuf, puisqu'on est capable de livrer, d'installer et de garantir le produit pendant 2 ans. Et en plus de ça, on le propose jusqu'à moins 50% du prix du neuf, donc il y a une vraie attractivité prix derrière. Très clair. Et Laura et Léa, qui viennent aussi de VP, elles travaillaient avec toi sur l'initiative Recycle que vous avez mis en place? Oui. Alors, Léa, elle s'occupait de tout l'entrepôt sur Recycle. Ouais. Elle était ma COO, donc Chief Operation Officer. Elle fait la même chose sur Underdog. Et Laura, on a travaillé plus ensemble sur le pricing, puisqu'elle avait un département business planning chez VP. Ensuite, elle a repris la direction commerciale du sport chez VP. Donc, on travaillait un peu avec les marques de sport sur Recycle. Donc, elle n'était pas aussi près de Léa de Recycle, mais pas très loin non plus. Et tout à l'heure, tu disais, pendant le confinement avec ton mari, que vous aviez besoin de mettre du sens un peu dans vos actions, d'où votre initiative. Pour moi, tu en avais déjà clairement en créant cette initiative chez VP. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es pleinement satisfaite de ton job? Yes. Tu as trouvé le sens et tout, c'est bon. J'ai trouvé le sens. Et en fait,
Alors, j'ai découvert ça avec Recycle, mais ce côté hyper satisfaisant d'avoir un entrepôt et de voir les produits que concrètement tu sauves, franchement, il n'y a quand même rien de plus satisfaisant. De retourner à une dimension concrète qui fait aussi résonance à mes origines, c'est pour moi hyper important et je suis beaucoup plus, on va dire, ancrée dans quelque chose de réel versus avant. Donc, zéro regret. C'est très tangible. C'est clair. Et peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu comment ça fonctionne concrètement dans l'entrepôt, entre la réception des produits, la réparation, le reconditionnement et ensuite la livraison? Yes, avec plaisir. Donc nous, on réceptionne des produits défectueux, donc ils sont cassés. Donc il y a une première phase de diagnostic de ces produits-là par nos techniciens, en disant ok, d'où vient la panne, quelles sont les pièces d'usure, puisqu'en fait on va changer à la fois les pièces qui ont causé la panne et à la fois les pièces qui sont usées pour que le produit ressorte comme neuf de nos ateliers. Juste, excuse-moi, je te coupe, vous les sourcez comment ces produits? Par exemple, moi, en tant que particulier, je peux te contacter et te dire tiens, j'ai un lave-vaisselle. Tu peux. Le plus gros de nos sourcings, c'est des partenariats avec des distributeurs, mais on source aussi auprès de particuliers. Okay. Donc ces produits défectueux, ils sont diagnostiqués. Une fois qu'on a trouvé la panne, qu'on a identifié les pièces d'usure, on va les changer, donc avec des pièces détachées. Une fois que la réparation est faite, on va faire un test, donc un vrai cycle avec du linge à l'intérieur. Donc tous les produits qui sortent de chez nous, on est 100% sûr qu'ils fonctionnent et qu'ils ont déjà vu des vêtements tournés ou de la vaisselle. Et ensuite, on les lave. Vraiment à l'intérieur, à l'extérieur, donc ils sont comme neufs. On les prend en photo et on les vend sur notre plateforme. Donc les photos que vous voyez sur underdog.shop sont des vraies photos, parce qu'on m'a fait la remarque dernièrement. Je me suis dit qu'on était trop bon en photo. On m'a dit non mais pourquoi vous prenez les photos du... Non, j'aimerais voir la photo du vrai produit. C'est la vraie, c'est pas le neuf. Vrai produit. Donc voilà. Ok, donc dans l'entrepôt, il y a des machines qui tournent toute la journée pour laver des fringues fictives et de la vaisselle pour voir si ça fonctionne bien. Exactement. Et une fois que le test est validé, ça peut partir. Ça peut partir sur le site et là, c'est vendu. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de produits en catalogue? Aujourd'hui, on en a une centaine. Elles partent plus vite qu'espéré, donc on essaye de suivre la cadence des clients. Non, mais il y a une vraie demande de la part des clients, donc ça, c'est une super chouette nouvelle. Vous êtes basé à Nantes, mais vous livrez toute la France? On livre toute la France, exactement, et on est basé à Nantes. Et il y a une team de combien derrière tout ça? Parce que tu nous as dit que vous étiez 3 fondatrices, mais... On est une dizaine, ça augmente à peu près tous les jours. On a une équipe en centrale avec une équipe marketing et une équipe opération. Et ensuite, on a bien évidemment une équipe en atelier avec des techniciens et des manutentionnaires qui nous aident à manipuler tous ces gros produits. Ok, et nous, on s'est rencontrés du coup dans le cadre d'une levée de fonds. Quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce que va permettre cette levée? Alors cette levée, elle va nous permettre de passer à l'étape supérieure. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire un agrandissement de l'atelier où on est. Aujourd'hui, on a à peu près 1000 mètres carrés. L'idée, c'est de doubler, voire tripler dans les mois qui viennent. Elle va nous permettre de recruter plus de techniciens pour réparer plus de machines. Aujourd'hui, on est sur le lavage, donc lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle. Mais demain, on pourra réparer aussi du froid, de la cuisson. Et elle va nous permettre, bien évidemment, d'investir en marketing et dans la marque pour l'imposer un peu plus. Marketing qu'on adore pour l'instant. Et d'ailleurs, tu peux nous expliquer pourquoi Underdog? Yes, Underdog, c'est un synonyme de outsider. Et donc, c'est celui que tu n'attendais pas et qui va gagner. Et donc, je fais un petit POC à notre agence de branding qui a été assez cool, très forte. Ça s'appelle Nash & Young pour la petite pub, mais vous devriez passer par eux. Et est-ce que vous avez des recrutements en cours? Si jamais tu cherches des profils particuliers, n'hésite pas à faire de la pub maintenant. Yes, on cherche des personnes en opération, donc des operation managers, on cherche des personnes en tech et on cherche des techniciens. Ceci est un appel. C'est clair. Technicien, venez chez Underdog. Et un appel peut-être aussi côté supply. Exactement. Comme ça se vend très vite, tu le disais tout à l'heure, il faut aussi récupérer de plus en plus vite de machines à réparer. Exactement. Si vous avez des machines défectueuses, que vous soyez un corporate ou un particulier. À bon entendeur. Exactement. Et peut-être un projet à terme de l'international? Oui.
L'idée, c'est d'aller très vite niveau européen, une première vague européenne avec nos amis voisins, donc Belgique, Espagne, Allemagne, et pourquoi pas Italie et UK. Et une fois que cette vague-là est faite, d'aller de l'autre côté de l'Atlantique. Et je connais pas trop le marché, mais il y a des concurrents. Très peu. En fait, tu te rends compte que sur l'économie circulaire, pour une fois, Cocorico, la France est pas mal en avance. Ouais. Sur le reconditionné aussi. Et on est plutôt moteur dans cette industrie-là. Donc l'idée, c'est d'aller préempter ces pays avant de donner l'idée aux autres. Et peut-être que justement, tu peux nous présenter un peu la loi 1 pour 1 et ce que ça engendre derrière, et du coup, dans quelle mesure vous pouvez vous insérer là-dessus en France, Yes. par rapport au challenge de la supply dont on parlait. Yes. Alors c'est la loi AGEC, et donc dans la loi AGEC, il y a la reprise 1 pour 1, et elle impose à tous les retailers, donc les retailers, c'est Darty, Boulanger, dès qu'ils mettent un produit sur le marché, donc dès qu'ils vendent un produit, ils sont obligés de récupérer l'ancien si le client le demande. Donc si tu achètes un nouveau lave-vaisselle et que tu veux donner ton ancien, ils sont obligés de le récupérer. Donc ils récupèrent des milliers de produits chaque année. Ces produits-là, il y a encore quelques années, enfin, quelques mois, étaient considérés comme plutôt des déchets. Et de plus en plus, les mentalités changent en se disant que, au lieu de on va dire, de les driver vers une industrie de recyclage, il faut les driver vers du réemploi. Et donc c'est là aussi où on s'insère dans ce changement de mentalité pour être un des débouchés de ce réemploi. Parce qu'avant que vous arriviez, les Darty, etc., ils récupéraient, ils étaient dans l'obligation de récupérer ces anciennes machines, mais ils n'en faisaient rien. Ils ne proposent pas du tout de réparation. Ils en proposent une partie, mais c'est compliqué de gérer tout le flux de produits qu'ils ont. Enfin, c'est vraiment important. Ouais. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils le recyclaient. Ok. Très clair. De quoi on n'a pas parlé? Parce qu'on a fait le tour assez vite, finalement. Donc, vous proposez à prix à moins 50%. Exactement. Vous êtes basé à Nantes, vous livrez toute la France. Et hormis les belles photos, dans l'expérience d'achat aussi, il y a les garanties. Oui. Parce que historiquement, et notamment sur les plateformes comme Le Bon Coin, etc., c'est ce qui peut freiner les acheteurs. Peut-être que tu peux nous en parler. Exactement. En fait, toute l'expérience d'achat se veut aussi qualitative, voire plus qualitative que celle du neuf. Quand on a interrogé les clients sur pourquoi ils n'achetaient pas plus de reconditionnés ou plus d'occasions, plus globalement, ils nous ont dit que l'expérience d'achat était un des freins. Donc il y a des gens qui ont zéro problème à acheter sur Le Bon Coin parce que c'est très bien, mais il y en a d'autres qui, par exemple, n'ont pas de voiture et donc ne peuvent pas se déplacer pour aller chercher une machine. Et donc le fait qu'on propose l'installation, la livraison, la garantie, ça rassure beaucoup les consommateurs. Vraiment exactement les mêmes conditions que le neuf. Ouais, exactement. Et justement, la garantie est aussi de 2 ans comme le neuf, et ça, on est capable de le proposer parce que justement, on change les pièces d'usure et qu'on est sûr que la machine, elle a la même durée de vie que si elle était neuve. Voire même, on est quasiment plus sûr puisqu'on a fait un cycle de test. Donc, vous êtes vraiment allé au bout du truc. Yes, exactement. Très cool. Et la mise en place d'Underdog, si je peux dire, elle a eu des similitudes un peu avec la mise en place de Recycle Oui, c'est pas des difficultés secteur. En plus. Oui, j'imagine. Non, ça a été plus dur pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'entrepôt Recycle, on l'a monté au sein d'un énorme entrepôt VIP. Donc il y avait la sécurité VIP, les infrastructures VIP derrière. Donc j'avais pas à gérer cette partie-là. Et surtout, on était capable de bouger des fringues. Alors que je vous passe le jour où on a reçu notre premier lot avec Léa et qu'on s'est rendu compte que les machines à laver étaient gerbées, donc ça veut dire qu'elles étaient les unes sur les autres. Et qu'en essayant d'en porter une, on n'y arrivait pas toutes les deux. Et donc à l'époque, on n'avait pas de manutentionnaire, on n'avait pas de technicien pour commencer. Et donc là, on a eu un peu mal à notre féminisme, mais et on a recruté des bras en plus, mais logistiquement, c'est beaucoup plus lourd à transporter et à traiter. Sur le prêt-à-porter, tu n'as pas vraiment de reconditionnement, tu vas le nettoyer et oui, il n'y a rien à et prendre des photos, mais tu ne vas pas le réparer. Ouais.
Alors que là, tu as quand même des grosses phases de diagnostic, de réparation, de gestion des pièces détachées. Ton lavage, c'est quand même quelque chose d'assez profond. Tu peux parfois devoir démanteler la machine pour vraiment nettoyer jusqu'au fond. Donc on est sur des opérations quand même beaucoup, beaucoup plus lourdes. Et en termes de logistique aussi, ça n'a rien à voir. L'expédition, tes partenariats avec les transporteurs, la manière dont tu packages ton produit pour pas qu'il casse. Effectivement, tout est plus compliqué. Oui, tout est plus compliqué. Et si vous recevez une machine à réparer qui est en fait pas réparable, il se passe quoi? Il se passe qu'on la démantèle pour récupérer les pièces détachées qui, elles, sont fonctionnelles. Et donc, ça alimente ce qu'on appelle notre magasin de pièces détachées qui viendront sur d'autres machines. Dedans si besoin pour Exactement. les futures machines. Okay. Ça a été un peu notre premier miracle. Il y a la première semaine, on a commencé à réparer. On a reçu une machine qui avait pas tant d'heures derrière elle, mais qui avait l'hublot complètement pété. Et donc on se dit ok, on regarde combien il coûte, et en fait on se rend compte qu'on a la même machine qui est elle qui a beaucoup servi et qui est complètement KO, et que par contre qui a un hublot nickel. Donc on a décroché le hublot, je le schématise, c'était un peu plus compliqué que ça, et remis sur la première machine, et donc on l'a appelé notre premier miracle. La petite victoire. Et ouais, franchement on a hésité à la mettre sur le site tellement on avait un attachement émotionnel à cette machine. Il fallait la garder. C'est la machine de l'entrepôt depuis. Ouais. Exactement. Et tu disais, on a pris une petite vidéo juste avant de toi, tu disais que tu avais été auteur, enfin que tu es auteur même. Oui, depuis pas longtemps. Tu peux nous dire un peu ce que t'as procuré l'écriture de ce livre, le sujet, etc. Écoute, j'ai fait ça un peu par hasard pour une fois, sans beaucoup d'objectifs derrière, ce qui est assez rare pour moi, mais ça fait du bien. Pour te raconter l'histoire, j'étais dans un coworking il y a 2 ans à Noirmoutier. Et j'étais à côté d'un mec qui, en fait, au lieu d'avoir un ordinateur devant lui, avait plein de feuilles, plein de post-it. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, mais c'est quoi ton métier? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Et donc il m'a dit, j'écris un livre. Donc j'étais hyper curieuse en me disant, mais comment t'écris un roman? Enfin, c'est quoi les techniques? Moi, à part faire des slides et des spreadsheets, tu vois, ça se résume à ça. Et donc il m'explique qu'il a fait des masterclass en ligne sur The Artist Academy, Mentor Show, etc. Et donc j'ai commencé à en faire 1, 2, puis je me suis un peu prise au jeu. Ça, c'était à quel moment C'était dans tes péripéties? En 2021, okay. 3e confinement, je crois, à l'époque. Décidément, les confinements, les confinements, ça rythme un peu. Ouais, c'est ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire et je suis tombée sur 2 masterclass qui ont un peu tout changé. La première, c'était celle de Bernard Werber, et la deuxième, c'était celle d'Aurélie Vallogne. Et Aurélie Vallogne, je vous la conseille parce qu'elle te dit en préambule, moi j'ai commencé à écrire, j'avais un job et 2 enfants. Donc en fait, les techniques de je regarde les oiseaux voler et j'écris tous les jours pendant 2 heures, ça marche pas. Et elle te donne une technique pour écrire ton premier jet de roman en 3 semaines. Et donc à l'époque, j'étais à 8 mois de grossesse, et donc j'avais 3 semaines devant moi avant d'accoucher. Et je me suis dit, mais parfait. J'ai fait ça et je me suis bien pris au jeu. Et donc après, tu as pas mal de taf, de relecture, et donc je viens de le finir et je l'ai mis en ligne il y a 2 semaines. Et pour vous raconter l'histoire, c'est un mélange de fiction et de réalité. Et c'est l'histoire de ma grand-mère, de ma mère et moi. Ma grand-mère tourne malade, et c'est comment ma mère et moi, on vient... en soutien à ma grand-mère et aussi à la découverte de sa vie. Et en fait, moi, la ligne de fond, c'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est tu te rends compte de la distance que tu mets ou que tu cultives avec tes grands-parents ou même avec tes parents une fois qu'ils sont malades. T'oses pas les toucher, t'oses pas leur parler, t'oses pas te demander s'ils ont vraiment mal. Enfin, tu lances un vieux ça va quand t'arrives dans la pièce, mais en fait, il veut rien dire. Il y a plein de choses comme ça. Il y a pas mal de fonds aussi sur ce qui se passe dans les hôpitaux de campagne. Je l'ai écrit avant le scandale Orpea, je tiens à le préciser. Mais c'est vrai. Et moi, j'ai adoré le faire, vraiment. Et les premiers retours que j'ai sont plutôt cool, assez émouvants. Ça met les gens en action. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ok, je suis allée voir ma grand-mère, je lui ai parlé. Ok, j'ai vu mes parents, je leur ai parlé. » Donc, assez chouette. Et il y a un fond de féminisme aussi, donc... Et ce livre, tu l'as écrit pendant que ça se passait au même moment de ta vie, ou c'était il y a quelques années et tu as décidé de revenir dessus? Je suis revenue dessus. Non, c'était 1 an après tout ce qui s'est passé. Ok.
Tu t'es fait aider un petit peu pour l'écriture ou t'as tout géré toute seule? J'ai géré et je l'ai fait relire par un service de The Artist Academy qui te permet de faire relire à des correcteurs professionnels, d'avoir un avis à la fois sur l'écriture et corriger toutes les coquilles qui peuvent traîner. Un projet de tome 2 sur un autre sujet ou un seul, ça t'a suffi? Non, j'ai trop hâte de faire le 2. On sera sur la même lignée, mais je vais je vais attendre. C'est un peu enfin, j'ai vécu la même chose, mais puissance 10 000, parce que j'ai perdu mon père il y a quelques mois, et c'était à peu près la même chose, de lui parler, de lui dire au revoir. Enfin, comment tu dis au revoir à des gens sans les pousser vers la porte de sortie. Mais je t'avoue que je vais me laisser quelques mois. Ouais. Un peu de recul. Un peu de recul sur la situation. Et j'ai l'impression que tu as plein de side projects tout le temps de partout. T'en as d'autres cachés qu'on ne connaît pas encore? Yes, et je suis business angel. Ok. Tu peux nous dire un peu les critères qui sont importants selon toi en business angel? Ouais, alors ça fait beaucoup rire les startups, mais je leur dis que ma seule thèse d'investissement, c'est calmer ma FOMO et de suivre des entrepreneurs inspirants. Franchement, j'ai pas le temps de faire des études de marché dans tous les sens. Je suis pas mal dans des groupes de business angel femmes, et donc on se partage les analyses de marché, tout ça. Mais moi, j'investis beaucoup à l'instinct. Je vous dirai dans quelques années si il y a un ROI positif, mais en fait, c'est pas grave, je m'en fiche. Et t'aurais investi dans Underdog? Of course. 1000 fois. 1000 fois. Évidemment. Et t'as eu une FOMO, un deal qu'on t'a proposé que t'as pas fait et aujourd'hui tu t'en mords les doigts? Bonne question. C'est un peu trop tôt. Moi, j'ai commencé il y a 2 ans et demi. Ok, donc tu le sauras peut-être dans quelques années. Dans quelques années, je pense. Un peu tôt. Mais par contre, je conseille j'allais dire toutes les femmes, mais en vrai, tout le monde de le faire. On s'en fait un peu une montagne en disant qu'il faut être multimillionnaire pour investir, ce qui est faux. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se structurent et tu peux investir des baby tickets dans pas mal de boîtes. Et notamment, franchement, quand tu es une femme, parce qu'on manque de business angel et d'investisseurs femmes. Donc, il y a pas mal de startups qui review, on va dire, à la baisse leur ticket minimum juste pour avoir les personnes qui veulent. Et ça t'apporte, des aventures de dingue, et 2, aussi un réseau de dingue, parce que tu as plein de business angels. Enfin, moi, j'en ai... Dans mon réseau, du coup, de business angels, j'en ai beaucoup sur mon tour. Tu vois, genre, on a Daphne au Capital, mais on a aussi Sistaphone et Tatiana, je l'ai rencontrée dans un cercle de business angel. Lorraine, qui est derrière le family office Tivoli, qui est aussi dans notre round, je l'ai rencontrée aussi là-bas. Leia Capital, qui est un collectif de business angel aussi, pareil. Et donc, ça t'aide aussi dans ta vie d'entrepreneur d'avoir ce réseau-là de business angel, et bien sûr de voir des business complètement différents du tien. Tu apprends aussi beaucoup sur comment développer ton propre business et sur d'autres secteurs. Tu sais ce qu'il te reste à faire, ça. Tu t'investis dans les projets que tu soutiens ou les journées sont trop courtes? Je m'investis quand on me demande, c'est-à-dire que je vais jamais envoyer un mail en disant t'en es où? Franchement, je suis pas un fonds d'investissement. Non, mais par contre, j'envoie des WhatsApp en disant je suis là si besoin, et si on a besoin de mon aide, je suis là. Très clair. On arrive vers la fin. Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu es musicienne, sportive? Non, j'ai une grosse passion pour le kiff, donc c'est pour ça que je fais plein de choses différentes. Non, écoute, non, les journées sont assez rythmées. J'aime bien le bon vin. On en parlait. Tu disais que tu venais du Beaujolais? Ouais. Donc... À côté. Ils vont se vexer. Non, j'aime bien le bon vin, j'aime bien très bien manger. Je suis très 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 famille. Je passe beaucoup de temps avec ma mère, avec mes frères, avec mon mari, avec mes enfants, avec ma belle famille. Tu viens de Nantes à la base ou non, rien à voir? Mon mari vient de Nantes. D'accord. J'ai perdu au combat Lyon-Nantes. J'étais très contente. Non, mon mari et toute ma belle famille viennent de Nantes. D'accord, ok. Et on a des petites questions de la fin. Tu vas en poser une, Alex? Ouais. Alors la première, moins cher pour la même qualité ou meilleure qualité pour le même prix? Meilleure qualité pour le même prix. Ah. Et vu que tu es auteur, quel est ton livre de chevet préféré?
J'en ai un qui m'a marqué ces dernières années. Ça s'appelle 1000 petits riens, d'une autrice qui s'appelle Picou, et qui traite du racisme aux États-Unis. Et qui est hyper bien écrit. T'arrives à te mettre dans les deux camps, et elle en a sorti un aussi qui est assez incroyable, qui s'appelle Une étincelle de vie, et qui est sur l'avortement aussi aux US. Et c'est le genre de livre qui est un pavé, mais que tu peux pas lâcher. Et t'es obligé d'aller jusqu'au bout d'une traite. Exactement. Et franchement, je l'ai conseillé à pas mal de monde et ils m'ont tous dit la même chose. Ça, c'est incroyable. Super. Top, bah on a hâte fait de découvrir. Ouais. Merci beaucoup, Merci Claire. beaucoup, Claire. Merci à vous. Sophie. On invite tout le monde du coup à se rendre sur underdog.shop Exactement. et à commander vos prochaines machines à laver. À bientôt, merci. Merci. Merci.